Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, membres de la filière, partenaires et membres d'Objectif Fibre. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par Objectif Fibre à l'occasion de la mise en ligne sur son appli FTTH Mode d'emploi du guide Objectif Fibre 2024, pardon, guide consacré au raccordement des abonnés dans l'immobilier existant, un guide qui vous a été présenté au mois d'avril dernier dans sa version PDF. Alors, quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le webinaire proprement dit. Comme vous le savez, Objectif Fibre, qui fédère la filière optique au travers de ses 5 fédérations membres, FFIE, FFT, FIEC, Infranum SR, s'efforce depuis maintenant 15 ans de rassembler la filière autour d'un objectif commun. Cet objectif étant de mobiliser les énergies et les compétences de chacun pour garantir un déploiement et un raccordement aux infrastructures FTTH pérennes, de qualité et résilient sur l'intégralité du territoire français, métropolitain et outre-marin. Pour rappel, les travaux d'Objectif qui sont désormais bien connus se déclinent sur 4 axes. D'abord, identifier, recenser et diffuser les bonnes pratiques, les fameuses règles de l'art dont nous allons parler aujourd'hui. Deuxièmement, accompagner les organismes de formation et toute la filière de la formation dans l'élaboration de leur offre de formation et de leur plateau technique, afin de permettre aux apprenants de se retrouver en situation réelle pour ensuite, sur le terrain, être capable d'appliquer et de décliner ces règles de l'art. Veiller à ce que les travaux sur la normalisation soient en ligne avec les besoins opérationnels. C'est pas forcément l'axe de travail le plus connu, mais il est très important. Et puis communiquer sur les métiers de la filière et communiquer sur les livrables d'Objectif Fibre. Pour rappel, Objectif Fibre est une plateforme collaborative. Et à ce titre, elle s'attache à mener ses travaux sur une base ouverte, neutre et consensuelle. Ceci afin de garantir la neutralité et donc la légitimité de ces travaux. Nos travaux se concentrent exclusivement sur les aspects techniques des déploiements et du raccordement des abonnés au réseau FTTH, ni plus ni moins. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour parler d'un outil supplémentaire qu'Objectif met à la disposition de la filière pour diffuser ces bonnes pratiques. En effet, on sait depuis le démarrage du plan France Très Débit que le partage et la diffusion des règles de l'art sont un prérequis indispensable si on veut que ces infrastructures FTTH soient déployées avec un objectif de qualité minimum pour permettre ensuite des raccordements de qualité et ainsi de répondre aux attentes des abonnés. Chaque année, nous travaillons sur un thème particulier. Pour rappel, en 2022, nous avons travaillé sur les immeubles neufs. En 2023, nous avons travaillé sur le résidentiel neuf. Et donc, en 2024, nous avons remis à jour le guide sur le raccordement dans l'immobilier existant, qui est en fait la refonte du guide 2020. En parallèle des guides classiques que vous pouvez télécharger sur le site, qui sont au format PDF, nous avons lancé en 2022 une appli, cette fameuse appli FTTH Mode d'emploi, qui permet en fait de mettre à disposition des équipes de terrain un outil beaucoup plus facile d'accès, réactif, ergonomique et accessible en toutes circonstances. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous avons enrichi cette appli avec ce guide 2024, après avoir démarré avec le guide 2022. Comme toujours, je vous rappelle que tous les travaux et tous les livrables d'Objectif Fibre sont disponibles en libre accès sur le site Objectif Fibre, objectif-fibre.fr. Alors, passé ces quelques mots d'introduction, laissez-moi vous détailler un petit peu l'agenda de ce webinaire. Donc, nous aurons d'abord une allocution par Monsieur Christophe Levrel, expert second œuvre technique au sein de l'ARC, donc l'association des responsables de copropriété, qui nous donnera un petit peu une vision de ce qu'attendent les syndics et donc les clients. Ensuite, nous aurons la présentation de la version digitale du guide 2024 dans l'appli FTTH Mode d'emploi par Didier Caz, qui agit en tant que consultant auprès du groupe de travail des bonnes pratiques professionnelles d'Objectif Fibre. Enfin, ensuite, nous aurons une table ronde animée par Madame Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, déléguée générale d'Ignes, avec un panel représentatif de la filière qui regroupera euh, opérateurs commerciaux, opérateurs d'infrastructures, intégrateurs, installateurs, organismes de contrôle et organismes de formation. Puis nous aurons un mot de conclusion par Ghislain Eudes, directeur de la direction Fibre, Infrastructure et Territoire au sein de l'ARCEP, pour clôturer ce webinaire. Avant de laisser la parole à Christophe Levrel, je voudrais, euh, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à tous les contributeurs aux travaux de la plateforme et aux intervenants de ce webinaire. Vous le savez, euh, ces travaux n'ont de sens que parce que les intervenants et parce que les contributeurs sont nombreux et sont impliqués, c'est le cas. Donc je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces guides
depuis maintenant 15 ans. Je voudrais également remercier Didier Cazes, les équipes de l'Espace Hamelin et Happiness qui ont fait en sorte que cette appli puisse voir le jour et être enrichie, et puis notre partenaire Deveco qui a organisé ce webinaire. Voilà. En conclusion, je rappelle que ces guides objectifs fibres sont à la disposition de tous. Ils sont de portée nationale. Ils doivent être pris en compte par l'ensemble des acteurs de la filière et de l'écosystème du FTTH. Quel que soit le guide présenté, quel que soit le cas de figure, ils ont vocation à être largement diffusés et à être le référentiel commun. Leur diffusion est absolument fondamentale. Encore une fois, ces outils sont à la disposition de la filière, donc appropriez-les-vous, diffusez-les et faites en sorte qu'ils soient suivis sur le terrain si on veut, in fine, avoir des réseaux de bonne facture, résilients, et qui permettent un bon fonctionnement avec des coûts de maintenance et des coûts d'OPEX limités. Je vous souhaite un excellent webinaire, je vous remercie de votre présence, et donc je passe la parole à Christophe Levrel pour l'ARC. Merci à tous. Allô, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas ma caméra active. Bon, c'est pas grave. En premier lieu, je tiens à remercier Objectif Fibre et Marc Leblanc de m'avoir invité à ce webinaire et en particulier en prononcer le mot d'introduction, ce qui permet de resituer l'intérêt final d'un réseau fibre, qui est le client. Donc, je m'appelle Christophe Levrel, je suis expert à l'ARC où j'interviens sur tous les sujets techniques non architecturaux. À ce titre, j'ai participé de manière constructive, je l'espère, à la constitution de ce guide. Pour rappel, l'ARC est une association loi 1901 qui, depuis plus de 30 ans, vient en aide aux conseillers syndicaux et aux syndics bénévoles dans l'exercice de leurs fonctions. Nous disposons de juristes, d'experts de la comptabilité en copropriété et de spécialistes du bâtiment, des architectes, des ingénieurs thermiciens, des experts multitechniques comme moi. Forte de plus de 17 000 copropriétés, notre association est donc à ce titre la plus grande organisation représentative de la copropriété en France, même si ce titre nous est quelquefois contesté par des organismes professionnels comme la FNAIM. Nous représentons les copropriétés et les copropriétaires et non pas des professionnels, syndics et agents immobiliers. À ce titre, nous sommes régulièrement consultés par le législateur et les organisations gouvernementales pour faire valoir le point de vue des copropriétaires lors de l'élaboration d'une loi ou d'un dispositif. Comme par exemple, nous avons contribué activement à l'élaboration du DPE, le diagnostic de performance énergétique, en coécriture avec l'ANA, par exemple. Concernant la fibre, en moyenne, les copropriétés qui sont adhérentes sur notre association comptent 50 lots. Hein. On a des copropriétés de 2 lots, on en a de 500 lots. En moyenne, on a une représentativité de 50 lots par copropriété. Ce qui fait qu'on a à peu près 800 000 lots de copropriété dans notre portefeuille d'adhérents. C'est pas énorme par rapport au nombre final de raccordements fibre, mais c'est quand même très représentatif. Le sujet fibre est donc un sujet commun à tous nos adhérents. L'histoire de la fibre, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. Enfin, l'histoire de l'arc et de la fibre n'est pas nouvelle, puisque déjà, il y a 15 ans, quand les premières installations de fibre ont commencé à apparaître de manière un peu sauvage dans les copropriétés, Orange et l'Arc avaient mis en place un contrat cadre qui permettait d'éviter, tant que faire se peut, les PM saccagés, les plats de nouilles qu'on avait avec de la fibre en vrac, et puis des parties communes où les gaines sont fixées un peu à la sauvage, à la colle chaude ou bien avec du papier collant. Ce contrat cadre allait d'ailleurs bien au-delà des conventions qui étaient proposées par les opérateurs à l'époque. Bon, maintenant, le sujet ne se pose plus dans le choix de l'opérateur. Aujourd'hui, la participation active que nous avons eue au Cercle Credo pour la rédaction de ce guide illustre deux volontés de l'ARC. La première étant de faire entendre la voix de la copropriété, c'est-à-dire du client final, qui ne se manifeste malheureusement à nous que quand il est mécontent. On n'entend jamais les clients qui sont contents, c'est dommage.
La seconde étant aussi dans l'autre sens, pour nous de comprendre les difficultés qu'ont les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux quand ils interviennent dans nos copropriétés. La prise chez le client étant une toute petite partie du sujet fibre, qui est bien souvent ignorée par nos adhérents. Sur le client, sur le parcours de la fibre jusqu'au client final, l'opérateur d'infrastructure intervient sur la voie publique ou dans des équipements publics, dans des parties communes des immeubles, caves et colonnes montantes, des couloirs et des goulottes, qui d'ailleurs sont exclus de son périmètre de responsabilité, et jusque dans les parties privées. Et le problème, c'est qu'il y a des intervenants qui dépendent soit de l'opérateur d'infrastructure, soit de l'opérateur commercial, et qui travaillent sous la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure, avec souvent des niveaux de sous-traitance qui sont multiples et trop nombreux souvent. Et je ne vous parle pas des clients locataires qui, quelquefois, sont peu sensibilisés à la conservation en bon état des parties communes. Donc l'intervention de la fibre dans nos immeubles peut être très compliquée du fait de cette intrication des lieux, des responsabilités. Et le client final, notre copropriétaire, a souvent du mal à s'y retrouver. Du côté des opérateurs commerciaux, il n'est pas rare que, faute d'un respect minimum du travail des autres et des clients par les techniciens, nous soyons obligés de recommander à nos adhérents une mise sous clé des coffrets de raccordement et un accès restreint par un protocole permettant de tracer qui intervient et pour qui cette intervention a lieu. Le savoir-être du technicien est pratiquement le seul critère d'appréciation à la portée du résident qui ignore ce qui se passe au-delà de son immeuble. Un chantier propre, chez lui et dans les parties communes, un PM avec des fibres bien rangées et identifiées sont des indicateurs importants pour rassurer sur la qualité du travail. Un guide comme celui qui vous est offert aujourd'hui à destination des professionnels de la filière et ses bonnes pratiques techniques et de savoir-être ne peut donc être que bien accueilli par l'ARC du fait de son côté structurant, rassurant et opposable aux opérateurs, qu'ils soient commerciaux ou d'infrastructure. Il est d'ailleurs important d'insister sur le fait que tous, les OI et les OC, ont participé à son élaboration, ce qui est un point qu'il ne faut pas hésiter à leur remonter si des difficultés se font jour. Vous avez tous signé globalement. Pour finir, le recours à l'ARCEP, sans doute débordé par d'autres tâches, nous semble aussi pour le moins compliqué, long et très administratif au sens français du terme. On est très très doué dans l'administratif, nous. Et donc hasardeux. Il est donc important de ne pas en arriver là. C'est vraiment la dernière possibilité qui est offerte pour essayer de résoudre des problèmes. Ça serait donc un constat d'échec si on était obligé de faire appel à l'ARCEP. J'invite donc tous les conseillers syndicaux à consulter ce guide pour en connaître les attendus que l'on peut exiger lors d'une installation, que celle-ci soit initiale quand la fibre arrive dans l'immeuble ou ultérieure quand il y a des raccordements individuels. Donc cette application trouvera sa place dans les boîtes à outils. Mieux elle trouvera sa place dans les boîtes à outils des opérateurs, plus elle sera consultée et mise en pratique, mieux ce sera pour la profession et surtout pour les abonnés qui sont vraiment au cœur des soucis, enfin des intérêts de l'ARC. Je nous souhaite un excellent webinaire et je laisse maintenant la parole à Marc pour la suite des interventions. Merci. Merci Christophe. C'est dommage qu'on n'ait pas pu vous voir sur la caméra, mais c'est pas bien grave. Votre message a été, le message a été assez clair. C'est, on a vraiment souhaité vous faire intervenir d'abord parce que vous avez participé activement au guide 2024, donc ce qui prouve votre sensibilité à ce sujet. Et puis je pense qu'il était aussi intéressant pour tous nos auditeurs d'entendre la voix des clients syndics. Euh, on se souvient au démarrage du déploiement de la fibre dans les immeubles, le parcours un peu chaotique que ça a été. Donc merci pour votre intervention. Je pense que tout le monde aura été bien sensibilisé au fait qu'au final, il faut faire bien du premier coup. Ça permet d'éviter de rentrer dans des procédures longues et quelquefois fastidieuses. Et c'est tout l'intérêt de ces guides que publie Objectif Fibre, encore une fois, hein, c'est de mettre à la disposition de la filière des outils. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Didier qui va vous expliquer comment cette appli va pouvoir aider la filière, avec un petit focus, je pense, Didier, sur la façon de télécharger cette appli, qui sera quand même
le premier point pour son application et pour sa diffusion. Didier, c'est à toi. Merci Marc, merci Christophe pour cette introduction justement et je remercie Christophe et donc l'Arc d'être régulièrement présent à toutes mes sollicitations où que je sois, d'où que je sois, je le fais intervenir là, dans les différentes instances parce que bon justement sa parole est vraiment représentative du client final et de la partie du bout de chaîne. Donc voilà, donc je suis d'autant plus content d'être là avec vous, c'est que habituellement c'était sur la période du Beaujolais en général où on s'était fixé. Là, c'est pas très loin de, de la Saint-Nicolas et donc je vais vous offrir un nouveau cadeau justement pour la Saint-Nicolas. D'ici 3 jours, vous pourrez avoir ça chez vous au pied du sapin si vous l'avez fait. Donc on va plus loin. Allez, slide suivant. Justement, c'est que on va parler donc du FTTH mode d'emploi, l'outil 2.0 d'installateur FTTH. Bon, voilà. Donc une fois que je vais vite, je passe au slide suivant. Voilà. Alors tout ça, c'est que d'abord cette application, elle est pas figée. Elle se veut donc aller de l'avant et s'enrichir au fil des années, des mois, en fonction de tout ce du besoin que on peut éprouver quand on est sur le terrain. Donc, c'est le fruit d'un travail collectif hein, de l'ensemble des représentants de la filière, un peu à l'identique des travaux habituels hein, pour les guides, hein, qui se fait pour les guides. Donc, une évolution, vous le voyez dessus, c'est que on voit quelque part un certain nombre d'icônes qui vont s'illuminer au fil des mois. Donc, il y a les immeubles, cette fois-ci, il y a le raccordement existant, il y a d'autres projets derrière. Et tout ça, simplement pour vous dire, c'est que de la première édition de la V1, donc 2022, ça a pas mal marché parce que plusieurs milliers de personnes l'ont téléchargé. J'en suis persuadé et sûr pour l'avoir vérifié. Et ne serait-ce que le film dans lequel j'apparaissais pour présenter la truc, il a été téléchargé et vu plus de 3 000 fois. Donc ça veut donc dire que tout le monde ne regarde pas le film pour pouvoir télécharger. Donc, c'est plusieurs milliers de personnes qui l'ont téléchargé. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, eh ben, on va remettre une couche. Hein, une nouvelle série de plusieurs milliers de personnes vont s'accaparer les choses, tout en sachant que c'est plusieurs dizaines de milliers de techniciens qui sont sur le terrain et donc qui auraient besoin de l'avoir dans leur poche. Slide suivant. La première, quand même, je préfère vous dire si c'est votre première prise en main, il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir. D'abord, c'est une appli qui a été développée pour smartphones et tablettes. Bon, ça, c'est une chose. Les smartphones, peu importe que ce soit la marque, on a fait des tests sur les différentes marques et tout ça, et différentes solutions, et ça marche. C'est pas fait pour forcément regarder ça sur l'ordinateur. Elle est accessible même en absence de réseau mobile. C'était ça une des particularités parce que c'est pas que la couverture mobile est mauvaise en France, mais quand on est au troisième sous-sol, dans un troisième sous-sol parfois, et qu'on a des choses à faire, ben, il n'y a pas forcément de connexion. Et si on a envie, c'est bête d'être obligé de ressortir dans la rue pour tester. Alors, pour qu'on soit clair, pour ceux qui nous posent des questions régulièrement, non, elle n'est pas disponible sur le Play Store habituel, votre Play Store habituel, sur lequel vous téléchargez les applications d'une manière très, voilà, très facile. Elle n'est pas disponible. La raison est toute simple, hein, manque de moyens financiers pour pouvoir se permettre de le faire encore. Donc voilà, hein, tout ça, ça fait partie de tout. Si un jour, au pied du sapin de Noël, bon voilà, il y a un petit chèque, un gros chèque, bon, ça pourrait rentrer dans la catégorie des applis qu'on trouve sur le Play Store, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut passer par un autre biais, c'est-à-dire qu'on prend une URL et on la transforme en application mobile là-dessus. Il y a une petite manip à faire, mais quand on suit le mode opératoire et je fais un peu de teasing, vous le verrez à la fin de ma présentation, puisque on a fait un tuto sur le sujet. Vous pourrez voir que en quelques dizaines de secondes,
ça se met en place là-dessus. Bon, c'est une façon autre que d'avoir une application là-dessus, que de passer par le Play Store. Donc, ne me posez plus cette question, pourquoi elle n'est pas sur le Play Store? Transformation ça je vous l'ai dit. Alors, un mode opératoire pour télécharger disponible sur le site, vous l'avez aussi sur le site d'Objectif Fibre. Donc, en gros, sur l'équivalent d'un slide, en 4 lignes, en 3, 4, vous retrouvez la position. Alors, maintenant, aussi, pour ceux qui ont essayé de la télécharger et qui n'ont pas su, bon, enfin, qui ont trouvé des difficultés. Alors, en effet, la première mise en main, elle est très particulière. Elle est très particulière. Elle est partout. Voilà. Elle répond à un cahier des charges bien particulier qu'il vaut mieux connaître si on ne veut pas être un peu perdu. Déjà, quand vous allez l'ouvrir et tout ça, et que vous allez aller sur pourquoi cette application, vous devez valider. C'est-à-dire, ça, on va vous obliger, lors de la première mise en main, de lire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quelque part, on veut que vous intégriez totalement le concept et que vous connaissiez un certain nombre de choses. Et donc, comme je dirais que dans l'utilisation au quotidien, un schéma vaut mieux que de grands discours, avant, eh ben, il faut passer par la phase de discours une fois. Au moins une fois, donc, lors de la première mise à main. Et donc, vous allez, quand vous serez dans ce domaine-là, pourquoi cette application, eh ben, à un moment donné, il faudra cocher, j'ai bien pris connaissance des dispositions. Ensuite, vous allez aller dans découverte, ingénierie, vous allez devoir lire un peu l'ensemble des choses. Et dans l'organisation du chantier aussi, il y a une particularité, c'est-à-dire il y a une obligation aussi d'ouvrir chaque menu lié à la liste des outillages spécifiques. Pourquoi? Parce que on attache une grande importance à tout ce qui est d'ordre sécuritaire, avoir le matériel, et on a vu combien, hélas, malgré tout, mais c'est arrivé chez moi quand ils m'ont installé la fibre. Hein. Donc voilà, je n'ai pas vu ça dans la presse, hein, mais le manque d'outillage, l'outillage adapté à l'ordre de travail, je regrette, il n'est pas toujours au rendez-vous. Donc une fois dans sa vie, au moins le technicien, s'il a ouvert cette application et qu'il a coché sur chacun des points, eh bien, il verra que quand même, dans le Kangoo, il faut une belle caisse à outils. Ce n'est pas une caisse à outils voilà, dont on peut s'amuser à trimballer dans le métro parisien. Et enfin, vous passerez à la phase pour démarrer. Vous pouvez démarrer. L'appli va vous dire, ça y est, vous allez arriver à un point, vous pouvez démarrer. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous balader donc sur les différents cas, slide suivant, sur les différents cas de figure. Et donc, à partir de là, ça y est, vous n'aurez plus besoin de revenir à cocher chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois que vous ouvrirez l'application, vous pourrez aller vous balader dans les cas qui vous sont, que vous avez besoin d'examiner. Alors, une autre chose aussi, quand même, là, 2 slides rapides, simplement pour dire que quelques rappels utiles à l'utilisation. Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Hop, voilà, pardon, merci. Il y a des petits points où vous allez voir des... Ah oui, ça, ouais, ça. Oui, ça, c'était pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. Donc, chacune des choses que vous devez ouvrir et que vous devez avoir vu chaque fois avoir coché pour pouvoir avancer. Slide suivant, donc, voilà. Voilà. Dedans, il y a aussi un certain nombre d'icônes et des choses comme ça que vous devez avec lesquelles vous devez vous familiariser. Il y a des petits astérix comme ça qui vous donnent une information. Vous voyez, quand on coche, vous voyez à gauche, tout de suite à droite, vous ouvrez, vous cochez et vous avez le déroulé. Là, on parle de l'ordre de travail. Eh bien, ça vous présente à quoi doit ressembler l'ordre de travail. Après, il y a d'autres points qui s'appellent en savoir plus. Alors ça, vous avez un lien direct, ça va chercher tout de suite dans le guide papier, dans le guide PDF, le morceau, l'article ou la page ou le chapitre complet dans lequel vous pouvez lire là-dessus l'ensemble des données d'une moyenne très détaillée. Et y compris à côté de certains visuels, vous avez un i
comme information. Là aussi, vous cliquez dessus et vous avez donc plein d'informations liées donc à cette application-là. Voilà. Alors que ça, il faut se familiariser un peu avec ça. Une fois qu'on connaît tout ça, eh bien, on arrive tout de suite à ce que je vais vous présenter. Voilà. Donc, à l'application elle-même, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Parce qu'il n'existe pas d'autre. C'est seulement celle-là qui a été faite à la matière, c'est-à-dire faire en sorte, on nous félicite régulièrement, et notamment le guide 2024 du mois d'avril, là, il a été téléchargé plusieurs milliers de fois aussi. Donc, quelque part, le guide par lui-même intéresse, il est utile, on nous dit il est riche, il y a des choses très intéressantes et importantes dedans. Évidemment, on ne peut pas l'avoir dans la poche. C'est pas le format poche. Donc, automatiquement, le fait de retrouver tout ça dans une application, c'était quand même assez important. Christophe l'a dit tout à l'heure, c'est un travail collectif où tout le monde a participé et est venu apporter sa brique. Ça veut dire que ça donne en même temps une légitimité à ce qui est écrit et ce qui est regardé dedans. Alors, les points forts, elle est toujours disponible en libre service sur le site d'Objectif Fibre, donc ça c'est assez important quand même à avoir. Euh, Moi, j'avais déjà préconisé que quelque part, si les donneurs d'ordre jouaient le jeu ou les bureaux d'études jouaient le jeu, on pourrait mettre systématiquement le QR code sur tous les documents de travail, telle sorte que si on puisse la télécharger, la regarder à tout instant. Bon, enfin ça, je ne suis pas très sûr que ça soit fait. Agile, simple, précise dans ses réponses. C'est ce que j'ai cherché. C'est-à-dire que quand on a un guide de 250 pages, 300 pages, on n'en fait pas un résumé, parce que toutes les informations y sont. Mais on le présente d'une manière plus simple, plus facile, de telle façon de mettre les choses en exergue, en relation avec le chantier, quoi, en étant sur place, sur le chantier. Alors, ça se présente comme une notice de montage, hein. Donc, le technicien, il s'appuie sur FTTH mode d'emploi. Et comme vous le voyez là en photo, le technicien, je l'ai vu de mes propres yeux, hein, ça, quelque part, mais voilà, et en même temps, il regarde sur son appli si ça ressemble à ce qu'il a fait. Donc, c'est assez intéressant. Son contenu, il est conforme aux stats des OI et des OC tels qu'ils nous les ont présentés, puisqu'ils ont participé à la rédaction. Pas les 91 OI, non, on va dire les principaux ont participé, il y en a une dizaine qui ont participé un peu là-dessus. Ils nous ont apporté des informations et tout ça. Ils nous ont pas livré les stats de la façon comme ça, mais du moins, voilà, on se dit que ce qui est visible sur cette appli est très généraliste, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des OI et des OC. On rentre pas dans le détail maison de chacun. Le FTTH montant permet au technicien donc une forme d'autocontrôle au fil de l'eau de ses tâches. Voilà, il contrôle là s'il veut, s'il a le temps, et il faut prendre le temps de bien faire si on veut. Alors le mode voilà, c'est accessible en permanence à tout lieu, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'une fois que vous l'avez téléchargé, comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir, sauf quand il faut avoir le lien direct pour vers des sites extérieurs. Oui, là il faut une connexion, mais sinon pas besoin. Et donc, c'est la fin de toute incertitude quand on livra votre attendu. Voilà, on passe au slide suivant. Voilà. Alors, ce slide, il est riche parce que, comme l'appli l'est, c'est-à-dire que vous retrouvez vraiment une photo instantanée du dernier guide qui vous a plu d'ailleurs, et donc dans lequel vous retrouvez un peu de cadre réglementaire et législatif, l'essentiel. Les prérequis à la construction d'un raccordement final, ça c'est très important. Comment je m'habille, si je mets les chaussons ou pas, les surchaussures ou pas, si je pars avec quoi, je pars avec la nacelle ou pas. Des tas de choses comme ça. Ça peut vous faire sourire, ben oui, mais si quand même quoi. Je peux vous le dire quoi. Je constate, je suis tous les jours sur le terrain, je constate beaucoup de choses. L'organisation du chantier. Euh, on a traité pas tous les cas de figure qui peuvent exister, mais on en a traité 7
configuration de terrain, qui sont quand même la majorité des choses qu'on rencontre sur le terrain. On a même commencé à traiter les cas complexes, en partie privative, compliquées à faire. Donc, on l'a fait aussi. Et la distribution intérieure, le prérequis à la réception de l'installation, important, avant d'arriver même au CRI. Et puis les modules, on traite aussi les types de modules de formation auxquels il faut avoir accès pour que ça se passe très bien. Là-dedans, vous avez vu, on traite beaucoup de choses. C'est-à-dire que comment bien se préparer son chantier à partir d'une QCM que les commandes commerciales pourraient mettre en œuvre pour que l'OT soit enrichi, l'ordre de travail soit enrichi au fait que quand le technicien vient, il sait s'il doit venir tout seul ou s'il peut venir tout seul ou s'il faut qu'il soit vraiment en binôme et quel type de matériel il doit avoir sur lui. Et tout ça, c'est dans la relation client, c'est du savoir-être aussi. C'est pas que du savoir-faire. Il y a aussi le savoir-être qui est pris en compte. Le suivi rigoureux des stats, c'est paraît important. Les règles de sécurité en matière de sécurité individuelle et collective, ça c'est primordial aussi, heureusement. Quand on voit l'ampleur du chantier, il faut éviter quand même trop d'accidents. La clôture des raccordements, c'est-à-dire que c'est pas tout de faire le raccordement, mais je le clôture et il est bien clôturé et donc à la fin, j'en apporte la preuve via le CRI. Remédier aux échecs, le raccordement par l'utilisation de solutions techniques. Je vous l'ai dit, dans les trucs complexes, il y a aussi des échecs liés à des choses compliquées, qui peuvent être compliquées. Et donc là, on l'a abordé ça. Je pense que ça vaudrait le coup. Et je me prépare à préparer, je sais pas, un dossier spécial sur sur cet ensemble de solutions qui pourraient être proposées pour résoudre un certain nombre de choses, pas à moindre coût, hein. Il faut mettre le prix quand il faut mettre le prix, mais au moins de trouver la solution technique la mieux adaptée à la solution. La formation, un zoom sur la formation, ça me paraît important, et les règles de conduite d'une intervention de branchement et mutualisation, c'est-à-dire, Christophe en a beaucoup parlé, ce qui se passe en bas, en pied d'immeuble, dans le PM. Enfin, le slide final. Voilà. Donc, comme je vous disais, l'application mode d'emploi, c'est l'heure de la télécharger si vous ne l'avez pas encore téléchargée. Si vous l'avez déjà téléchargée, vous allez vous apercevoir qu'il y a un deuxième item qui brille maintenant et sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Vous trouvez ce schéma tout simple, rien qu'avec ce schéma-là, papier, donc d'une page, vous trouvez, suivant que vous avez un Apple ou que vous avez un Android, eh bien, vous allez trouver la solution où il faut cocher pour pouvoir transformer le lien URL en une application mobile. Et sinon, et là je vais vous laisser là-dessus, sur le tuto, je vous le laisse le découvrir, qui vous permet là-dessus. Là, on a le moyen de vérifier combien vous allez être et combien d'entre vous, vous l'aurez téléchargé aujourd'hui. J'espère que ça y est, on va battre des records. Je compte sur vous. Donc maintenant, on voit le tuto. Comment installer l'application FTTH sur votre smartphone ou tablette? Pour créer le raccourci de l'application sur votre smartphone ou tablette, ouvrez votre navigateur internet et tapez dans votre barre de recherche ftthmodedemploi.fr. Ensuite, à appuyer sur l'icône « Accéder » en bas de l'écran. Rendez-vous en bas de cette nouvelle page et sélectionnez sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Ajouter » en haut à droite de votre écran. L'icône est maintenant présente comme une application. Vous pouvez appuyer dessus et accéder à l'application FTTH rapidement et simplement. FTTH mode d'emploi permet au technicien un autocontrôle au fil de l'eau de ses tâches et une validation a priori de son installation. L'application FTTH mode d'emploi donne la possibilité à tous les installateurs d'accéder rapidement aux informations clés, même hors accès au réseau mobile une fois téléchargé. Avec cette application, vous obtenez toutes les réponses aux questions sur n'importe quel chantier.
FTTH mode d'emploi, c'est la garantie d'une installation conforme aux règles en vigueur. FTTH mode d'emploi, c'est une facilité de consultation et de navigation. L'application FTTH mode d'emploi permet sur un format léger et interactif de retrouver les étapes clés du déploiement opérationnel telle une notice de montage. Merci de votre attention. Merci Didier pour cette présentation. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura permis de commencer à télécharger l'appli FTTH Mode d'emploi enrichi donc de ce guide 2024 hein, qui est disponible dès aujourd'hui. Donc je pense vous avez bien compris à travers la présentation de Didier ce qu'on a essayé de faire, hein, c'est-à-dire un outil portable simple qui reprend la grande majorité des thèmes qui sont abordés dans le guide original PDF qui vous a été présenté en avril. Cette appli, on a essayé de la faire très simple, très visuelle, avec énormément de schémas, énormément de dessins très clairs qui expliquent dans tel ou tel cas quelles sont les règles à respecter. Donc c'est un outil vraiment d'aide pour les équipes d'installation sur chantier en cas de doute, en cas de question, en cas d'imprévu. Donc voilà, elle a été pensée comme ça euh, et on souhaite évidemment qu'elle soit diffusée largement, hein. Je vous rappelle, ces outils sont à votre disposition. Ils sont faits par la filière pour la filière, donc appropriez-vous cette appli et les guides qui y sont. Comment installer l'application? Voilà. Donc merci beaucoup Didier, merci à tous les contributeurs hein, qui ont permis la transformation du guide dans cette appli FTTH Mode d'emploi. Et puis donc désormais on va passer à la table ronde. Donc je vais laisser Anne-Sophie Péry-Saint-Faber nous présenter les intervenants à cette table ronde. Voilà, pour des échanges qui, j'en suis sûr, vont être riches. Anne-Sophie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors, pour continuer nos échanges sur ces bonnes pratiques, les illustrer, voir aussi comment cette nouvelle version numérique du guide Objectif Fibre FTTH mode d'emploi va aider hein, à cet enjeu de la qualité dans le raccordement du parc immobilier existant, une table ronde avec effectivement Arnaud Alexandre, qui est responsable des courants faibles du Consuel, bien connu notamment pour ses attestations dans le courant fort, mais également des propositions disponibles sur les courants faibles. Omar Alouat, qui est directeur des opérations du groupe RC Group. N'hésitez pas à activer vos caméras en même temps que je vous cite. Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms. Pascal Brelivet, directeur technique de Sogetrel, qu'on ne présente plus non plus comme leader français avec plus d'1,5 million d'interventions D3 aujourd'hui sur tout le territoire. Pascal Gouin, qui est directeur du campus numérique de Montereau, un centre de formation labellisé Objectif Fibre. Et puis, Hervé Rasclar, qui est délégué général d'Infranum, une association bien connue aussi de la filière qui réunit notamment OC et installateurs. Alors, vous le savez tous, hein, le mantra d'Objectif Fibre, c'est la qualité, la qualité, la qualité. Romain Bonenfant, on se souvient il y a quelques temps d'un certain nombre de reportages où on avait mis sur le devant de la scène un certain nombre de problématiques de qualité dans la filière et du raccordement avec les tristement célèbres plans de nouilles. Où en sommes-nous aujourd'hui et s'il y a des bonnes nouvelles, comment a-t-on pu avoir ces résultats? Alors, merci Anne-Sophie, bonjour à tous. Effectivement, on a peut-être un peu trop parlé de ces problèmes de qualité dans la fibre, mais en tout cas, la situation évolue très rapidement. D'abord, en contexte, il faut rappeler qu'on a un succès français de la fibre. On a 90% des foyers, des logements qui sont éligibles à la fibre optique. On est le pays d'Europe avec le plus d'éligibles à la fibre.
On a également une conversion très forte de ces éligibles à la fibre en abonnés à la fibre. Aujourd'hui, 70% des abonnés le sont en fibre. Donc là aussi, si on se compare au niveau européen, c'est absolument exceptionnel. Mais malheureusement, ce succès a peut-être été un peu terni par un certain nombre de problèmes de qualité et ces fameux planouilles que tu mentionnais, Anne-Sophie. Alors effectivement, il y a eu, je pense, dans le passé, une forme de priorisation de la vitesse de déploiement sur la qualité, sur la finalisation des processus entre les opérateurs, des échanges d'informations, du niveau d'exigence avec les sous-traitants. Mais tout cela a changé et ça se voit dans les chiffres, hein, ça se voit très concrètement. Donc il y a eu un plan qualité de la filière qui a été présenté donc, conjointement entre la Fédération française des télécoms et Infranum au ministre concerné à l'ARCEP en septembre 2022. Plan qualité qui comprend un certain nombre de mesures, j'en citais quelques-unes. D'abord, l'autocertification des sous-traitants, donc vérifier que les sous-traitants ont toutes les compétences nécessaires. Donc c'est un test qui est fait par le sous-traitant lui-même et par l'ensemble de ses intervenants, mais derrière, il y a un suivi très strict qui est fait par les opérateurs et qui monte de plus en plus en exigence avec des audits qui sont réalisés de manière importante par les opérateurs, à la fois les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. Donc, par exemple, pour les opérateurs commerciaux, on parle aujourd'hui de à peu près 10 000 audits à froid par mois et 4 500 audits à chaud par mois. Donc, c'est très important. Et à chaque fois que ces audits sont réalisés, dès lors que les gestes techniques ou les préconisations de sécurité ne sont pas respectés, les opérateurs prennent un certain nombre de mesures à l'encontre des sous-traitants concernés. Ça peut aller d'envoyer en formation l'intervenant qui n'a pas respecté les bons gestes, ça peut être de délister le sous-traitant temporairement ou même définitivement dans les cas les plus extrêmes. Pour donner un chiffre, en 2023, il y a eu à peu près 150 arrêts de chantier par les opérateurs liés à des problèmes soit de compétences ou bien de défaut de respect des mesures de sécurité. Donc, la sous-traitance a été réduite à deux niveaux aussi par les opérateurs et on a cette pression, cette recherche de mise en conformité de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance avec les bons gestes techniques. Donc c'est pour ça que le travail d'Objectif Fibre est absolument indispensable. On a d'autres outils aussi qui participent de la mise en œuvre de cette qualité. Donc Didier en a parlé tout à l'heure, mais il y a les comptes rendus d'intervention, les fameux CRI. CRI photos donc, qui sont aujourd'hui une réalité et qui sont exploités par la filière. On a pour les réseaux les plus accidentogènes, ceux qui ont un historique particulier, des plans de reprise. On a également fait un travail, nous, Fédération française des télécoms, dans l'Essonne, avec Altitude, sur un réseau qui connaissait beaucoup de problèmes de qualité spécifiques pour essayer de redresser la barre. Enfin voilà, donc globalement, on a un ensemble de mesures qui sont en cours de déploiement ou déjà déployées par les opérateurs. La prochaine étape majeure, c'est le déploiement d'un outil qu'on appelle le lot 2 de e-intervention. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va tracer toutes les interventions dans le réseau, qu'elles soient réalisées par l'opérateur d'infrastructure ou par les opérateurs commerciaux. Donc ça va permettre d'aller encore un cran plus loin dans le suivi de cette chaîne de sous-traitance industrielle, puisqu'on saura retracer tout ce qui s'est passé, par qui, à quel moment, sur l'ensemble des points de réseau, ce qui va nous permettre d'être encore plus efficace. Et donc tout ça, ça se matérialise de manière très concrète par des résultats. L'ARCEP publie régulièrement des observatoires de la qualité de service des réseaux FTTH. Donc le troisième a été publié récemment. Et on voit bien qu'on a des résultats qui sont encore à prolonger, bien sûr, mais en tout cas qui sont très positifs en tendance sur le taux de panne, notamment de ces réseaux. Donc, l'application qui est proposée aujourd'hui, pour nous, c'est un élément de tout ce dispositif de qualité parce que ça va permettre d'avoir un référentiel qui est partagé par tous, qui est accessible également par tous, par tous les intervenants et qui serviront dans dans la boîte à outils des opérateurs. Merci Romain, à la fois pour le rappel de tout ce que la filière a engagé et puis ces bonnes nouvelles finalement de premiers résultats tout à fait significatifs sur l'amélioration de la qualité. Je voudrais faire réagir justement Hervé Raslar sur ces chiffres et puis peut-être, on le sait, on est parfois la Gaule, donc les villages ne sont pas tous dans les mêmes dynamiques. Est-ce qu'il y a effectivement aussi une dimension territoriale dans cette dynamique de qualité? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour encore une fois pour cette initiative collective d'Objectif Fibre. Je vais rebondir donc sur les propos de Romain de façon peut-être un peu télégraphique. Donc oui, effectivement, je crois que faut quand même rappeler que ce plan France très haut débit est une réussite. On voit toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais je crois que c'est quand même une réalité aujourd'hui. Par contre, une fois qu'on a dit ça,
il faut que jusqu'au bout, ça soit une réussite. Et bien entendu, ce sujet de la qualité des raccordements est un défi à relever. Je crois que c'est un défi qui est toujours en cours, même si, et là je rebondis aussi, et je ne vais pas redire ce qu'a dit Romain, je crois que cette prise de conscience depuis cette élaboration du plan qualité qu'on a soumis au gouvernement et aux régulateurs, il y a vraiment une prise de conscience réelle de tous les acteurs, en bonne et due forme, sur la mise en œuvre de ce plan qualité, que ce soit au niveau IOC ou sous-traitants des opérateurs commerciaux rang 1 et les sous-traitants de ces rangs 1. Mais on entendra tout à l'heure Sogetrel qui fait partie, je pense, du top 3 des raccordeurs en France en termes d'intervention. Donc cette prise de conscience est réelle, elle porte ses fruits. On vient de le rappeler, je crois, et je remercie d'ailleurs, je crois qu'ils vont conclure tout à l'heure le régulateur pour l'énergie qu'ils ont mis aussi sur ce sujet et pour objectiver, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voyait beaucoup de choses sur les réseaux. Je crois qu'on a terni énormément ce métier du raccordeur dont on a tant besoin. Et cette prise de conscience, elle est aussi très importante aujourd'hui en termes d'image, bien entendu, de résultats, mais c'est aussi important de pouvoir donner à ces raccordeurs, j'allais dire, une autre image qu'on leur a donnée aujourd'hui, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même le maillon essentiel, c'est cet acte du raccordement qui, pour on va dire, la compréhension de nos concitoyens, est la plus importante. Donc, je disais, prise de conscience, oui, elle est réelle. Les chiffres s'améliorent, oui, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, l'effort doit être poursuivi. Et je voulais, par rapport à ce guide, qui, à mon avis, et surtout cette application de ce guide, est un élément très, très important pour poursuivre les initiatives. Et je voudrais en citer quelques-unes. Je ne vais pas en citer, je ne vais pas toutes les citer, mais je sais que la fibre 64, je crois, est dans le public, et notamment Nathalie Larrazé, que je salue. Je voudrais citer cette initiative qui est une vraie initiative collective, initiée donc par la collectivité, mais on retrouve autour de la table de cette initiative de la fibre 64 un peu tous les gens qu'on a cités, la quasi-totalité des opérateurs commerciaux, puisqu'il y en a 3 sur 4 qui sont derrière cette initiative, les opérateurs d'infrastructure qui sont non seulement autour de la table, mais des acteurs de cette initiative de CAR 64, du certificat d'aptitude au raccordement qui a été lancé par ce territoire, et qui, je pense, est une illustration parfaite qu'il y a 2 façons de faire sur la partie racco. Soit on critique et on monte des photos sur les réseaux, les fameux plats de nouilles, et ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune production, à part alerter, et ça, je crois qu'on est tous alertés. Soit on agit et on s'empare de ce plan qualité. C'est exactement ce qui a été fait dans cette initiative. Ils se sont emparés de ce plan qualité et ils l'ont mis concrètement en place en mettant la couche supplémentaire, c'est-à-dire pas simplement l'auto-certification, comme Romain l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais ils vont jusqu'au certificat d'aptitude, au raccordement. Donc ça a commencé, je crois, qu'il y a un peu plus d'1 an. Tout le monde est autour de la table et aujourd'hui, la satisfaction générale sur cette initiative, c'est que les entreprises qui raccordent, les sous-traitants des opérateurs de commerciaux qui vont faire les interventions sur ces PM, utilisent ce cycle de certification. Et je voudrais en dire en dire 2 mots en espérant que cette initiative soit reprise. Donc les guides d'objectifs FIBRE sont très présents dans le 64 depuis le début. Marc était présent lors de la visite qu'on a faite avec les 50 premiers certificats d'aptitude au raccordement, on peut en témoigner. Donc je suis sûr, Didier, que l'outil va être dans les poches, comme tu le souhaitais tout à l'heure, de tous les raccordeurs de ce territoire. Et très concrètement, donc c'est une journée pratique
où les raccordeurs se rendent sur un plateau où toutes les situations de raccordement existent, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, où on check aussi les équipements. Didier a insisté tout à l'heure, hein, l'équipement est bien entendu un point très important. Donc, on check l'équipement, on tire au sort un cas pratique, on fait le cas pratique, et il y a une véritable évaluation sur la base donc des critères qui ont été mis en place dans le cadre de l'autocertification sur le plan de qualité. Donc, je crois qu'on est allé là au bout du bout de la mise en œuvre et souhaitons que cette initiative… Alors, il y en a d'autres, hein, je parle du 64, mais il y a eu le passeport dans le Berry, il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises, mais je pense que celle-là, elle est très vertueuse parce que tout le monde est concerné. Elle est très vertueuse parce qu'aujourd'hui, elle est utilisée par quasiment l'ensemble des entreprises qui font du raccordement. Et surtout, elle est vertueuse, je voudrais terminer là-dessus, Anne-Sophie, c'est que j'ai vu le regard et la fierté des raccordeurs qui montaient sur scène recevoir leur certificat parce que pour une fois, ils n'étaient pas en photo en disant qu'ils faisaient du sale boulot. Mais ils étaient mis en lumière et ils avaient pu donc valider leur cursus. Et je pense que le lendemain, ils étaient encore plus fiers d'aller raccorder l'ensemble des foyers à la fibre. Merci Hervé. Donc on voit aussi cette déclinaison territoriale hein, de ce plan qualité national avec des initiatives fortes prises localement par les acteurs. Cet enjeu, effectivement, on a encore un certain nombre d'abonnés hein, à aller chercher de façon significative. Donc, c'est important que cette image de la fibre soit bonne. Et du coup, j'en viens à vous, Pascal Gouin. On a toujours un enjeu hein, de trouver du personnel pour pouvoir effectivement continuer hein, ce chemin sur la fibre. Où en est-on sur la question de l'attractivité du métier? Pascal Gouin, la parole est à vous. Voilà. Bonjour à tous et à toutes et merci Anne-Sophie. Alors l'attractivité, effectivement, c'est l'enjeu fort au sein de notre filière. On en parle de façon récurrente au sein de nos fédés, au sein du comité stratégique de filière. Et c'est vrai que aujourd'hui, face au regard de l'EDEC, donc l'engagement, développement, emploi et compétences autour de l'infrastructure numérique qui est encore en cours pour jusqu'à mars 2026, il y a une étude qui s'appelle l'étude Catalyse, pointe 33 000 emplois supplémentaires d'ici 2030, ce qui fait qu'on va passer à peu près à 110 000 personnes ETP sur la filière et que, au regard des chiffres que l'on a actuellement en formation, dans nos centres de formation, on est loin d'atteindre cet objectif. Les centres de formation sont remplis entre 60 et 70%. Alors, ça, c'est vraiment un problème parce que ce n'est pas un problème financier par rapport à l'éligibilité des dispositifs de formation. Les régions qui sont porteurs des dispositifs de formation et de la formation professionnelle ont lancé des marchés. Il y a aussi les branches, enfin les OPCO qui derrière montent des dispositifs. La problématique, c'est d'attirer du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est de faire savoir et de faire valoir tous les attraits du métier et des métiers que l'on a au sein de la filière, avec notamment une accessibilité, je dirais, assez facile, quel que soit le niveau. On a la possibilité, et souvent ça, c'est masqué par une image un peu erronée des prescripteurs. Alors quand j'entends prescripteurs, je ne parle pas forcément que de France Travail, je ne parle pas forcément que des missions locales, je parle aussi des parents derrière, et puis aussi de nos entreprises qui doivent aussi faire valoir l'attrait pour le métier et l'évolution possible que l'on a au sein de la filière. Donc 33 000 emplois d'ici 2030, c'est un véritable enjeu. On sait que, et on est en train d'ailleurs, d'une façon très territorialisée, et Hervé le rappelait il y a quelques instants, on voit bien qu'aujourd'hui,
tout ce déploiement, cette continuité qu'on a autour des réseaux télécoms, c'est une dynamique territoriale. On n'est pas tous au même niveau à un instant T. Alors, les régions en ont bien conscience. On fait le tour justement pour mobiliser et enlever cette image, ou au moins cet écho que l'on dit, que l'on colporte parfois en disant, mais voilà, la fibre, c'est presque terminé, il n'y a plus d'emploi. C'est pas vrai. Il y a encore de l'emploi, il y a encore beaucoup d'emplois aussi à pourvoir sur cette partie-là. Donc, c'est vrai qu'on va aller sur la vie du réseau, on va aller sur d'autres problématiques, mais il va falloir gagner ce pari. Et puis, je voulais aussi insister sur une chose, c'est que si on veut parler d'attractivité, il faut qu'on englobe tout le monde, il faut qu'on ait un spectre à 360 degrés. Et ça, aujourd'hui, la filière a bien compris et travaille sur ce message, et notamment la féminisation fait partie des enjeux, parce que aujourd'hui, on a eu justement un webinaire la semaine dernière qui retraçait un petit peu avec un taux de féminisation à 30% au sein de la filière sur l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit des équipementiers, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des intégrateurs, etc., etc. Mais on voit bien aussi qu'on a beaucoup de missions support, donc dans la partie administrative et services RH. Donc on a un gros travail à faire pour trouver du monde, pour sensibiliser, intéresser les personnes et enlever cette image que c'est un métier masculin avec uniquement des problématiques qui vont pouvoir être réglées par les hommes avec un petit H. Et puis, féminisation, ça c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser très rapidement pour gagner ce pari d'ici 2030. Merci Pascal. Alors on continue ce tour de table avec Pascal Brelivet. Hein. On a vu une démarche nationale, des déclinaisons territoriales, un enjeu de gagner en image hein, sur la qualité de la fibre pour effectivement aussi gagner en attractivité. Comment vous, ce plan filière a fait évoluer vos pratiques au sein de votre société? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de participer à cette table ronde. Alors, je vais faire un focus du coup sur la grille d'auto-certification, d'autant plus que Sogetrel du coup a participé à la mise en place de cette grille de mémoire il y a un peu plus d'un an et demi. Donc, cette grille d'auto-certification, nous l'avons intégrée pardon, dans l'ensemble de nos processus, dans l'ensemble de nos outils. Alors, je vais donner quelques exemples hein, pour l'appréhender. Nous l'avons intégré bien évidemment dans l'ensemble de nos processus d'onboarding. Hein. Ce sont les phases préparatoires qui permettent aux techniciens de disposer de l'ensemble des éléments avant de faire des grilles de raccordement sur le terrain. Nous l'avons également intégré dans nos processus de e-learning, hein, tous nos outils digitaux qui permettent effectivement de faire monter les techniciens en compétences. Et nous l'avons également intégré dans nos processus de contrôle de niveau 2. Donc, les contrôles de niveau 2 sont des contrôles que l'on fait sur le terrain. Donc, on déroule un formulaire et sachez que la première question que l'on pose au technicien, c'est voilà, est-ce que tu as ta grille d'autocertification? Bien évidemment, poser quelques questions pour bien vérifier que le technicien l'a complété en connaissance des causes. Alors, ça ne fait pas tout, mais effectivement, ce type de solution, agrémentée des formations, du tutorat, de l'accompagnement des sous-traitants, tout ça, ça contribue très clairement, effectivement, à une professionnalisation de la profession de l'ensemble de nos techniciens. Merci beaucoup pour ce retour concret hein, de cette évolution au sein des pratiques. Omar Alouat, du coup, quel est votre regard sur ce qu'on vient d'entendre et votre expérience terrain sur ces sujets? Bonjour. En effet, on a aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées par les différents acteurs, des opérateurs, des prestataires de rang 1, pour en tout cas faire prendre conscience que le réseau sur lequel nous travaillons, c'est le réseau que nous construisons aujourd'hui, mais nous devons aussi l'avoir pour demain, et donc la qualité est primordiale. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, et c'est vrai que la vie du technicien sur le terrain est quelque peu complexe de par, je dirais, les règles qui peuvent être différentes d'un opérateur à l'autre, d'une ville à une autre, d'une architecture à une autre.
Et c'est quelque chose qui peut ne pas forcément être aisé et accessible tout de suite aux techniciens. Et donc, si on ajoute derrière un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit sur la partie référentielle technique ou autre, ce qui a conduit, je pense, par le passé à quelques dérives, sur le terrain, puisque si vous ajoutez en plus les éléments que je viens d'évoquer, je dirais la partie financière, rémunératrice du technicien qui, lui, finalement, n'est payé qu'à la résolution d'un problème ou d'un raccordement d'abonnés. Mais en fait, tous ces éléments-là font que, du coup, on se retrouve coûte que coûte à vouloir raccorder un client et quelles que soient finalement les conséquences, je dirais, de l'action qu'un technicien peut mettre en œuvre sur le terrain. Mais les actions qui ont été récemment lancées autour de l'autocertification, autour des contrôles qualité, puisque en fait, on voit clairement l'évolution sur le terrain, ne serait-ce que sur la partie formation, habilitation électrique, travail en hauteur, l'utilisation des moyens d'intervention comme la nacelle et autres. Donc, on voit que bah, voilà, ça porte ses fruits. On a encore du chemin, on a encore beaucoup de choses à mettre en place et à mettre encore en œuvre sur le terrain. Et donc, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt en bonne voie et on l'espère parce que c'est toujours difficile de voir une infrastructure récemment déployée que quelques mois plus tard, on constate un certain nombre d'états des lieux qui peuvent être, comme on a pu le voir, un certain nombre de brassages ou autres OPM. Et donc, en fait, les techniciens aujourd'hui, je pense que le guide Objectif Fibre aujourd'hui peut être aussi c'est un élément complémentaire qui viendra en fait être peut-être le point central et assez rapide, accessible à tous les techniciens pour, lorsqu'ils ont un doute quel qu'il soit, qu'ils puissent se référer à un guide qui puisse, en tout cas, les orienter, les aider dans le déroulement de leur intervention. Je dirais à ajouter également, c'est que le guide présente des règles, entre guillemets, de base assez générales du réseau FTTH et il n'en demeure pas moins que chaque opérateur a ses propres spécificités, a les STAS à disposition des techniciens et on doit les rendre les plus facilement accessibles pour justement œuvrer j'irais, autour de cette qualité et dans cet objectif commun. On va y venir. Je continue ce tour de table terrain avec vous, Arnaud, Alexandre. De votre côté, quel regard vous avez et quel retour d'expérience vous avez sur ce sujet de la qualité dans l'existant? Bah, alors bonjour à tous. Donc là, j'entends ce qui est mis en place pour aujourd'hui, voire demain, mais il faut jamais oublier qu'il y a une grande partie des installations qui ont été faites hier. Et ces installations-là, bah, elles sont quand même majoritaires, vu qu'on n'est pas en fin de déploiement, mais on a très bien progressé. Et c'est vraiment toute la qualité relative à cette installation qui est déjà présente qui pose, on va dire, quelques problèmes. Elle passe un peu n'importe où, elle passe dans les colonnes gaz, elle passe dans les colonnes électriques, les percements, on en parle, enfin, c'est ni fait ni à faire dans certains cas. Et le problème qu'il y a, c'est que moi, je regarde sur la vue utilisateur. Quand je dis utilisateur, c'est vraiment lié à tous nos partenaires bailleurs avec lesquels on travaille principalement. Ils sont un peu démunis, c'est vers qui je me retourne. Si c'est mal fait, vers qui je me retourne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je dois faire une extension sur mon installation? Si je veux rénover un logement, je vais faire la fibre, mais est-ce qu'on me la raccordera ou pas? Donc, il y a tout un tas de questions encore qui sont existantes par rapport à ce qui est déjà fait. C'est bon, bah, ok, je suis fibré, super, mais demain, je refais un logement, je refais mes parties communes. Comment je peux faire pour avoir quelque chose de performant dans l'usage, de quelque chose d'esthétique au niveau de mes parties communes, éviter cette notion de plat de nouilles dans lequel on se retrouve au niveau des gains techniques immeubles. Là, je prends principalement les bâtiments collectifs. Les churns aussi, où j'arrive dans des logements où j'ai 2-3 prises optiques, ce qui ne devrait pas être normal, quelque part, parce que de l'autre côté, c'est-à-dire que je congestionne mon réseau de raccordement alors qu'il a été câblé pour alimenter 20 logements et je me retrouve avec 30 points de raccordement, donc ça peut poser pas mal de soucis. Et je reviens à ce que disait M. Alouat, c'est au niveau des STAS, je ne comprends même pas pourquoi elles existent.
Enfin, voilà, pour moi, un réseau fibre, c'est ouvert et mutualisable. C'est que je sois à Lille ou à Marseille, je devrais faire le même type d'installation. Parce que là, on parle des OC, mais des fois, c'est quand les travaux sont faits, ils sont faits par des intégrateurs ou des électriciens qui refont le logement, etc. Ils retirent la fibre, mais ils utilisent quoi comme référentiel? Parce que ce n'est pas forcément l'OC qui fera un raccordement. Dans un logement existant, ça peut être l'électricien dans le cadre d'un élément esthétique ou pour apporter un service dans un logement. Donc voilà, donc là, le guide Objectif Fibre a vraiment son gros avantage de bien clarifier vraiment des points importants de mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment son côté très, très intéressant et fort. Et le rappel que si jamais bah, j'ai un tableau de com, bah, je mets un DTO et je ne vais pas mettre un PBO au niveau de la prise télé, par exemple. Parce que sinon, je perds complètement cette notion de service et d'usage du logement et tout ce qui tourne autour par rapport à la praticité de ce dernier. Donc voilà, c'est pour demain, ça semble bien, mais c'est un peu aussi tout ce qui a déjà été fait aujourd'hui où il y a il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se questionner et surtout, c'est vers qui je me tourne. Donc, tout le monde sait que c'est Loï. OK, bon, ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais j'appelle qui chez Loï? Voilà, c'est si j'ai un mur qui est un peu une patate, j'ai eu enfin, voilà, des choses qui ne vont pas, ou je refais des éléments, je vois que c'est en colonne gaz. Voilà, vers qui je me retourne pour justement que ça soit fait de la bonne façon. Et surtout, tous les nouveaux projets, je peux avoir une installation qui est fibrée, mais je dois surélever mon bâtiment. Est-ce qu'il faut tout refaire ou pas? Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent en questionnement. Merci beaucoup pour ces éclairages précis. On a fait du coup un premier tour de table, l'ensemble des intervenants. Si on résume, finalement, on a un double constat, hein. D'un côté, une amélioration, hein, sur la partie raccordement, notamment au niveau des points de branchement, une dynamique locale qui s'est enclenchée, hein, pour tirer la qualité avec des dynamiques filières. Mais on voit quand même que finalement, sur ce qu'on ne regarde pas encore peut-être, parce qu'on a pris le problème étape par étape, on a des points peut-être aussi de qualité, plus au niveau du particulier finalement, hein, chez le client, hein. Le regardement, c'est jusque chez le client, et sur dernier point, on l'a vu, 2-3 PTO par logement, les problématiques de la PTO dans la TV, voilà, qui ne sont pas au bon endroit. Donc, peut-être des points de progrès, en tout cas, à mesurer dans les indicateurs de vente. Et puis, on voit aussi qu'on a finalement, on attaque peut-être une nouvelle étape de cette vie de la fibre. Parce que d'un côté, on a toujours plein de racos à faire, mais en fait, on est déjà dans la vie en fait, du réseau. C'est ce que certains évoquaient avec les problématiques liées au churn, mais aussi la problématique tout simplement de la vie du bâtiment, de sa rénovation, de ses nouveaux occupants et autres. Alors, bonne nouvelle, hein, les guides Objectif Fibre apportent des bonnes pratiques sur l'ensemble de ces sujets. Et du coup, on va aller sur cette version du guide interactif. Comment cette version FTTH mode d'emploi va vous aider concrètement, ou va aider vos adhérents aujourd'hui? Hervé Raslar? Oui, en question très, très directe, mais peut-être je vais rebondir un peu sur ce qui s'est dit pour que ça soit un peu vivant. Donc tout à l'heure, j'avais deux mots, hein, c'est oui, le plan est une réussite, et oui, il y a une réelle prise de conscience. Ça veut dire que tout n'est pas fait. Il ne faut pas s'en cacher, aussi bénéficier du fait que le pic du RACO qu'on a connu au moment où on avait le plus de sujets qualité est quand même bien descendu. Mais quand même, si on se projette, on regarde l'avenir, et là, on a un nouveau défi, hein. Je rappelle qu'il n'était pas présent quand on a construit ce plan France Très Haut Débit, c'est la fin du cuivre. Et surtout le décommissionnement du cuivre. Donc, pour l'instant, toute la partie expérimentation, bon, là, on monte un peu en puissance en termes de fermeture, mais les lots, on va dire, sur lesquels on ne va plus parler ni en milliers ni en centaines de milliers, sont devant nous, où là, c'est des lots à plusieurs millions de fermetures. Donc, il faut que tout ce temps, hein, qu'on vit aujourd'hui, avec cette prise de conscience, avec ces nouveaux outils, avec ces initiatives pour
continuer à mieux former, à mieux équiper les raccordeurs en leur redonnant une image positive. Je rebondis sur Pascal en continuant aussi à former de nouvelles recrues parce qu'on sait que ce qui est devant nous est quand même un chantier encore colossal. Donc, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, le churn a pris une place sur certaines plaques où les taux de remplissage sont très élevés. On voit que le churn frôle souvent les 40% du raccord suivant les territoires. Donc, c'est aussi un vrai sujet. Le raccordement n'est pas un long fleuve tranquille. On sait qu'il y a des sujets encore devant nous de raccordement. Alors, on appelle ça complexe dans notre jargon, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, c'est l'absence de génie civil pour essayer de le simplifier au maximum, aussi bien sur la partie publique que sur la partie privative. Donc là-dessus, il y a des mécanismes qui se mettent en place, il y a encore des nouveaux process à définir. Il y a l'intérieur du bâtiment, on vient d'en parler, où le dialogue doit se poursuivre avec le propriétaire. Je rappelle quand même que derrière tout ce dont on parle, il y a bien un opérateur d'infrastructure, donc il y a bien un propriétaire, qu'il soit privé ou public d'ailleurs, ça peut être aussi une collectivité locale. Donc continuer ce dialogue qu'on a, je pense, avec la FFT, mais avec la Fédération française des télécoms, mais aussi avec tous les acteurs. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Sogetrel était autour de la table, les intégrateurs étaient aussi autour de la table pour définir ce plan qualité. Donc voilà, pour tout ça pour se dire, on a eu la première réaction en disant on est content parce que ma deuxième réaction, c'est attention, on est content, mais le chantier qui est devant nous est encore un chantier immense qui va s'amplifier avec cette fermeture du cuivre qui est devant nous, et donc avec à nouveau, à mon avis, une montée en puissance de la partie raccordement. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai insisté sur cette initiative de la fibre 64, parce que j'appelle de mes voeux que cette initiative qui est très vertueuse soit, on va dire, reproduite. Je pense que l'heure de faire des photos sur Facebook et dire le mode stop, c'est pas bien. Bon, je pense que là, il faut arrêter les blagues. C'est bon, on l'a fait, on a compris, on a pris nos responsabilités. Maintenant, l'enjeu, c'est que tout le monde, et territoire par territoire, prenne son destin en main et crée les conditions pour qu'on se prépare à cette montée en puissance. Donc oui, aujourd'hui, côté Infranum, mais ça vous semble évident, on est membre d'Objectif Fibre depuis un certain nombre d'années, on contribue à la réaction de ces guides. Donc oui, on va en faire la promotion. Je pense que vous pouvez poser la question très directement aux utilisateurs, puisque Pascal pourrait témoigner de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, de cette application et comment on peut la rendre accessible à l'ensemble de ces intervenants en propre et à l'ensemble de ces intervenants en sous-traitance. Donc, posez-lui la question. C'est prévu que vous me rendez la parole, Hervé. Mais toujours est-il que, oui, bien entendu, on va faire la promo. Chez Infranum, vous retrouvez tous les intégrateurs de rang 1. Donc, on en assumera la promotion, et je pense qu'ils auront tous à cœur de faire en sorte de la rendre accessible. On sait qu'aujourd'hui, tout se fait sur de l'application. Romain disait aussi tout le travail qui est fait sur l'amélioration du CRI, on n'en parle pas, mais qui est vraiment l'outil, on va dire, ultime si on veut continuer à faire de la qualité et à faire en sorte, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut que quand le raccordeur s'en aille, on se donne tous les moyens pour pouvoir s'assurer que ce raccord est dans les clous et qu'il fonctionne. J'ai noté que vous aviez voilà, un concours photo des clients satisfaits de leur raccordement. Ça serait bien, ça changerait un peu. C'est noté. Mais voilà, je ne veux pas nier que le gros, et c'est Arnaud Alexandre tout à l'heure qui nous disait, oui, on est content, mais le gros des sujets, il est quand même encore devant nous. Et donc, il faut poursuivre cette mobilisation. Justement, on va passer la parole à Arnaud Alexandre, pardon. Justement, pour vous, quel est l'intérêt de cet outil PWA
comment vous allez pouvoir l'utiliser? Vous voyez des applications? Alors moi, personnellement, déjà à titre personnel, tout ce qui est Progressive Web App, j'adore. Parce que déjà, on n'est pas dépendant, on le met, ça crée un lien, que ce soit sur tablette, smartphone, etc. Ça fait vraiment des liens universels. Et en liaison directement avec l'éditeur, donc là, qui serait Objectif Fibre, et pas en passant par différentes plateformes. Donc ça, déjà, je trouve que c'est l'aspect très positif. L'aspect dynamique d'affichage aussi. Sur l'aspect technique, c'est smartphone, quelle que soit la taille, tablette, etc. Et vraiment, il y a l'affichage dynamique. Bon, voilà, sur l'aspect un peu technique. C'est qu'on a l'ensemble et dans la poche. C'est-à-dire que soit c'est pour faire, ou soit c'est pour dire, regardez comment c'est fait, regardez comment ça doit être fait. Bah, c'est pas exactement ça. Donc, on peut faire des captures d'écran avec son smartphone, etc. On peut vraiment, c'est vraiment un outil qui facilite les échanges quand on est sur le terrain. Autant pour nos inspecteurs quand ils y sont, que quand on a des questions et qu'on est sur site, bah, avec cette application, on a vraiment tout à portée de main. Donc, moi, je ne l'utilise pas pour faire, je ne suis pas là pour ça, mais au moins pour dire, regardez ce qui est voulu, regardez ce qui est fait. Vous voyez, ça match, c'est bon, c'est comme ça qu'il fallait le faire, donc c'est très bien. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très bien quand on est en mobilité, quand on est vraiment sur le terrain, ou même quand on est en réunion, directement, on peut montrer des choses. C'est voilà. Après le papier, c'est un peu has-been, mais c'est tellement pratique le papier quand même. Mais bon, mais voilà, au moins on a tout dans la main, on a toutes les infos, elles sont parfaitement structurées, c'est organisé, c'est très visuel. Et ça, c'est vraiment bravo pour le travail sur l'aspect visuel des choses. Il est très compréhensible. Et, et surtout, bon, après, il y a aussi le petit côté PWA qui est une fois que c'est chargé, j'ai besoin de pas ou peu de données pour le remettre à jour, vu que je l'ai stocké un peu en local. Donc, donc voilà, c'est vraiment Un un bon outil. outil. Donc, C'est un très bon outil. en résumé, on continue avec Pascal Brelivet. Comment vous voyez cet outil de votre côté? Alors cet outil, effectivement, moi, j'ai pu le tester depuis une semaine, donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est un outil qui est simple, qui est ergonomique, donc nous allons clairement l'utiliser de façon très, très importante au sein du groupe. Donc on a prévu un plan d'action en 2 étapes. Première étape, nous allons l'intégrer dans tous nos outils de formation présentielle, nos outils de e-learning, entre guillemets, pour diffuser l'application. Bien évidemment, le QR code, je vais également d'ailleurs en profiter pour certainement rajouter une petite vidéo pour expliquer la façon dont le technicien peut l'utiliser au quotidien. Donc ça, c'est le premier plan d'action. Et le deuxième plan d'action, ce qui est important également qu'il soit diffusé au plus près du territoire, au plus près des techniciens, c'est simplement effectivement de le diffuser auprès des équipes opérationnelles, de telle sorte que, par exemple, le QR code, qui est un bon moyen, entre guillemets, de rendre l'application disponible, soit installé dans les agences, et également, un point très important, dans les magasins, simplement parce qu'un technicien, globalement, il passe un minimum une fois par semaine dans un magasin. L'idéal, effectivement, c'est qu'il puisse accéder à ce QR code et donc à l'application avec, bien évidemment, le magasinier qui pourra aussi lui donner les petits détails pratiques qui lui permettent de bien bénéficier de cette formation. Et de telle sorte, effectivement, que dans les semaines à venir, 100% des techniciens, par propre et sous-traitants, aient en visibilité l'application et puissent l'utiliser au quotidien. Merci beaucoup et on espère que l'émulation entre concurrents va se faire aussi et que donc du coup vos bonnes pratiques vont inspirer aussi vos confrères. Pascal Gouin, côté plutôt centre de formation, comment vous voyez aussi l'utilisation de cette application? Ah ben, alors, l'application, effectivement, c'est un outil. Et comme tout outil, c'est facilitateur. Donc ça, c'est déjà génial d'avoir cette partie-là où on part sur un même aspect avec les mêmes règles, etc. Ce qui est important aujourd'hui, moi, je voulais insister là-dessus parce qu'Objectif Fibre a un certain nombre d'années, on y est depuis, et les centres de formation sont référencés. Ce qu'il faut faire entendre aujourd'hui, c'est encore un problème d'attractivité. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut que Objectif FIB parle à l'ensemble des acteurs. Et effectivement, un centre référencé, c'est un centre qui utilise les outils prônés et mis en place, mis en œuvre pour la filière par Objectif Fibre et que au sein des entreprises, on ait le même écho, voyez. Et ça,
d'un point de vue pédagogique et de formation, bah, c'est l'idéal. Donc aujourd'hui, dire avec l'application FTTH mode d'emploi, bah, c'est un outil qui est génial parce qu'il permet de recenser tout ce qu'on doit apprendre, tout ce que l'on doit avoir sur l'ensemble des secteurs. On parle aussi bien de la sécurité, on parle aussi bien de l'accessibilité, des habilitations que du savoir-être, etc. Donc, on a tout dedans qui permet de bien répondre. Ça, c'est l'intervention en entreprise. Et en amont, quand on est dans un centre de formation, eh bien, on apprend, on prend ces compétences, on les met en œuvre petit à petit pour les avoir en application sur le terrain. Et franchement, l'application FTTH mode d'emploi, ah ben, ça doit être le lien entre les centres de formation, les entreprises et leurs sous-traitants, parce qu'il faut que ça aille en cascade jusqu'au bout de la chaîne. Donc, pour nous, ben, tant mieux. Hein, et encore merci aux équipes de ce travail extraordinaire qui est vraiment bah, simple d'accès et facilement téléchargeable pour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça fera plaisir à tous ceux qui ont sué sur cette application pour sa création. Du coup, Omar Alouat, même question. Comment cette version du guide interactif peut vous aider ou pas? Un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure, donc toutes ces initiatives sont plus qu'attendues, en tout cas pour les équipes d'intervention. Encore faut-il que les techniciens aient envie, je dirais, d'y aller et trouvent leur intérêt à y aller. Aujourd'hui, l'ensemble des règles qui sont décrites sont des règles assez généralistes, en tout cas sur les modes opératoires, les infrastructures fibre optique. Pour autant, comme je l'évoquais tout à l'heure, les règles qui prévalent aujourd'hui sur le terrain sont les STAS. Chaque opérateur a ses spécifications techniques et les techniciens doivent appliquer ces spécifications techniques. Et j'ai été agréablement surpris d'avoir, lorsque j'ai testé l'application, est très, très intéressante. Et j'aimerais, en tout cas, je vois clairement le technicien, s'il avait l'accession à l'ensemble des STAS du réseau, des infrastructures sur lesquelles il se trouve et qui aujourd'hui, en fait, elles sont communiquées d'un opérateur à l'autre, etc., avoir un élément central sur lequel le technicien, il y va et trouve l'ensemble des informations, ça fera encore plus, en tout cas, utiliser l'application sur le terrain. On parle, pour les non-sachants, je dirais, quand on parle des STAS, en fait, c'est combien de STAS différentes éventuellement J'espère ne pas faire hurler certains, mais je dirais, je ne vais pas dire qu'il y a autant de STAS que d'opérateurs. D'une infrastructure à une autre, on va avoir des règles qui sont différentes. Donc, vous avez un réseau qui est déployé à un endroit donné, il y a peut-être 2 fibres sur ce réseau-là, et donc on a des règles qui sont différentes du réseau d'à côté qui, lui, est en monofibre, ou bien du quadrifibre, d'un opérateur A à un opérateur B, en tout cas d'opérateur d'infrastructure. Pour une quadrifibre, on va avoir différentes modalités de mise en œuvre, et pourtant, on parle bien de quadrifibre. Et pourtant, on a des règles qui peuvent être différentes d'un opérateur A à un opérateur B. Et donc, le technicien, il a besoin parfois déjà, premièrement, de bien savoir sur quelle infrastructure il est. Et là, il y a des efforts qui ont été faits dans les ordres d'intervention qui sont communiqués aux techniciens. On retrouve de plus en plus ces informations. Mais il faut pouvoir switcher d'une version A à une version B et se dire que j'ai une application sur mon téléphone mobile, je clique dessus et j'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin. Et en plus de ça, j'ai, entre guillemets, les généralités, la colonne vertébrale, les assises, en tout cas les fondations d'un réseau télécom. Puis derrière, on rajoute les subtilités et les besoins des uns et des autres. C'est un outil qui sera utilisé. Un technicien qui ne voit pas l'intérêt d'utiliser cet outil, bien qu'il soit développé et très intuitif, etc., il n'ira pas dessus. Et donc, il faut qu'il trouve l'intérêt d'y aller. Et aujourd'hui, c'est très généraliste. Merci pour ce témoignage qui est un appel au progrès. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce point souhaitées des intervenants? Sinon, Je peux?
Vas-y, je t'en prie, Alexandre. Alors, je reviens un peu sur cette notion OIOC, ok, mais je refais un appartement, je vais prendre ce cas-là, qui est fait par un installateur ou un intégrateur électricien, mais il ne sait pas, finalement, du fait des stats, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Et c'est un peu ça le problème, c'est que on parlait de la vie du réseau, des fois j'ai un, deux raccordements à faire, une extension, etc. Et les installateurs et les intégrateurs électriciens ne savent pas forcément finalement ce qu'ils doivent faire. Alors ils se disent c'est monofibre, je vais mettre un DTIO, je vais tirer une fibre, je vais la laisser dans la gaine technique immeuble et je verrai plus tard. Mais peut-être qu'il y a d'autres stas qui vont exiger d'autres choses. Et ça, c'est un peu le problème. Voilà, c'était fin de la partie. On n'a pas la chance de savoir que le fil vert, c'est le fil vert, comme dans l'électricité, si j'ai bien suivi le sujet. Du coup, d'autres réactions souhaitées ou sinon on continue justement sur les... Romain, je t'en prie. Oui, donc juste pour rebondir sur les différentes interventions, effectivement, d'abord, c'est une application qui va être très utile. Elle est effectivement ergonomique, utilisable partout. Je pense que le format PWA, comme ça a été dit, c'est une excellente idée parce que c'est multiplateforme, c'est résilient par rapport aux App Store, etc., etc. Et surtout, ça va donner une référence à tous. Donc, certes, il va y avoir des variations locales parce qu'il y a des historiques de réseau, il y a des pratiques d'opérateurs qui peuvent varier ici et là, mais quand même, avoir tous la même référence, c'est extrêmement utile. Et nous, on va participer de la diffusion de tout ça. Et pour rejoindre aussi ce que disait Hervé, effectivement, on est très loin dans le déploiement de la fibre et dans les raccordements. Néanmoins, ce qui reste est probablement le plus compliqué. On a mentionné les raccordements complexes, donc là, il faut construire du génie civil. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès que c'est un petit peu difficile, c'est plus facile de contourner, de ne pas forcément raccorder la personne à la fibre parce qu'elle veut, par ailleurs, elle veut pas forcément faire les travaux. Mais maintenant qu'on arrive dans la phase un peu industrielle d'extinction du réseau de cuivre, il n'y a plus le choix. On ne peut plus contourner l'obstacle. Ça avance. En projet de loi de finances, il va y avoir aussi un dispositif qu'on appelait de nos voeux pour justement financer pour les particuliers qui ne peuvent pas prendre en charge à 100% ces travaux un peu difficiles pour faire le raccordement. Il y aura une forme de subvention. Donc tout ça, c'est en discussion, mais ça va débloquer un de ces points. Et on voit bien que ces raccordements un peu difficiles qu'on a peut-être un peu esquivés jusqu'à présent, ils sont devant nous et puis maintenant il faut les faire parce que pour éteindre le cuivre, il n'y a plus le choix, il faut le faire. Voilà. Si on continue du coup sur cette idée de recommandation pour l'amélioration de cet outil ou comment vous allez effectivement le diffuser, parce qu'on voit bien que la réussite aussi de l'outil, ça sera sa diffusion. Hervé Raslar? Oui, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, donc c'est vrai que afin de vous retrouver quasiment tous les intégrateurs de rang 1, qui d'abord ont contribué et ont appelé de leur vœu ce genre d'outil. Je crois que vous avez Pascal là, qui est un grand témoin, mais tous ses collègues intégrateurs de la même façon, je crois, se seront saisis de ce sujet. Donc maintenant, la balle est effectivement dans notre camp pour diffuser, mais ça on va le faire, mais surtout dans le camp des rangs 1 pour infuser et faire en sorte que maintenant que, comme l'a très bien décrit Pascal tout à l'heure, tous les process de ce plan qualité ont été mis en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait la plus large appropriation possible par l'ensemble des intervenants. Moi, je rebondis quand même sur les questionnements, pas rentrer dans des... Je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que sinon on va y passer la matinée, mais je rebondis sur le questionnement notamment d'Arnaud Alexandre et puis peut-être d'Omar tout à l'heure, s'il y a vraiment des sujets très concrets sur lesquels il faut que collectivement on travaille. Je pense que Romain va pas me démentir, on répondra présent. Hein. Et s'il y a des règles sur des cas qui se reproduisent à faire évoluer ou des améliorations dans les process, on est prêt à se mettre autour de la table et à faire en sorte que du côté, je parle au moins du côté des opérateurs d'infrastructure, on répond présent pour essayer d'améliorer et de faire en sorte de répondre très concrètement aux cas particuliers que vous rencontrez, aux besoins de normalisation, entre guillemets, qui étaient demandés tout à l'heure. Merci Hervé. On continue justement vos réactions pour recommandations, amélioration de cet outil avec Pascal Brelivet.
Alors effectivement, je rejoins ce que disait Omar effectivement sur les stats. C'est vrai que c'est des éléments importants pour nous. Donc on pourrait peut-être imaginer une forme en fait, de géolocalisation au niveau du smartphone du technicien, qui fait qu'en fonction de l'endroit entre guillemets où il a un raccordement à faire, peut-être entre guillemets que l'application pourrait entre guillemets automatiquement entre guillemets lui proposer les stats de l'opérateur d'infrastructure du, enfin, de l'adresse ou de la zone où il doit faire un raccordement. Donc ça peut être une première piste. Après, on a vu qu'il y avait beaucoup de schémas, beaucoup d'images. Peut-être est intéressant aussi de rajouter quelques vidéos. Voilà, les techniciens sont très, pas forcément des grands littéraires, donc ils sont très sensibles effectivement aux photos, et peut-être encore plus à ce qu'on appelle des capsules chez nous, donc des vidéos très courtes qui expliquent par exemple des gestes métiers. Et on peut aussi imaginer effectivement rajouter la partie SAV en mémoire. Effectivement, on a les différents cas de RACO. Et je pense que la partie SAV pourrait également permettre d'enrichir utilement l'application. Merci beaucoup pour ces idées hein, qui vont forcément nous inspirer. On continue avec vous, Pascal Gouin, sur effectivement amélioration, diffusion. Qu'est-ce que vous Alors déjà partagez? sur la diffusion, effectivement, ce qu'on disait, effectivement, nous, avec un Franum, les centres de formation, dans la commission emploi d'ailleurs, qui est une commission au sein d'Infranum, d'avoir le logotype Objectif Fibre et de rappeler ça sur nos sites, c'est important parce que ça permet d'avoir ce référencement et un niveau d'exigence et d'utilisateur qui est important. Et ça, j'en parle en connaissance de cause parce que j'en ai déjà discuté avec Marc il y a plusieurs années, hein, mais où Objectif Fibre n'avait pas la reconnaissance souhaitée. Et aujourd'hui, avec cette application, ce nouvel outil et cette diffusion, je pense que ça va matcher. Donc, ça, c'est super important. Concernant aussi l'utilisation qu'on a et la mise en œuvre dans les centres de formation, vous savez que aujourd'hui, la formation, elle doit être courte, rapide, parce qu'on parle toujours, effectivement, on n'a jamais assez de temps, etc. Donc, c'est aussi des pratiques sur de l'individualisation et ça, c'est assez génial parce que ça va nous permettre, nous, enfin, quand je dis nous, les équipes pédagogiques, les formateurs, de pouvoir faire du cas par cas, de travailler en fonction de la problématique avec le stagiaire et l'entreprise dans laquelle il est, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes interventions, les mêmes niveaux, etc. Donc, ça, c'est génial. Et puis, dernier point qui est peut-être un des points aussi très très importants, c'est valoriser autour de nos forums, des salons, de la promotion, de la filière, on parlait d'attractivité, et d'utiliser cet outil pour montrer que voilà, ça va parler aux gens et c'est rapide et du coup on met des images, on met des mots derrière ce qu'on pense parfois insurmontable et donc une utilisation et la mise en œuvre de cet outil applicatif pour être démonstratif dans les salons et attirer du monde au sein de notre filière. Donc voilà, moi, c'est mes préconisations pour… Parfait, encore des utilisations qu'on n'avait pas imaginées. Mais je pense qu'on sera tous, en tout cas pour ma part, ravis aussi de retrouver l'application dans les salons étudiants pour expliquer concrètement ce que ça veut dire le raccordement à la fibre. Est-ce qu'il y a des réactions encore, des commentaires sur cette partie amélioration, diffusion d'outils? J'ai épuisé, je vous ai tous épuisés, c'est parfait. Du coup, j'écoutais, puisqu'il n'y a pas forcément de questions pour l'instant en tant que telles dans le chat. Je pense qu'on a abordé les points qui avaient été soulevés. Du coup, je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table avec finalement en une phrase votre coup de cœur dans cet outil. Et on commence par vous, Omar Alouat. La facilité, en tout cas, d'accès et de pouvoir, en fait, tout de suite, pour le technicien, de sélectionner l'infrastructure sur laquelle il souhaite avoir l'information et d'avoir accès aux informations derrière. Merci, on continue avec vous, Arnaud Alexandre. Arnaud.
Enfin, pour moi, Objectif Fibre reste le référentiel, vu que c'est le seul document unique et librement consultable. Donc, pour moi, c'est le référentiel ultime, reste Objectif Fibre. Merci beaucoup. Romain Bonenfant? Non, bah pour nous, c'est effectivement le tronc commun de référentiel. Ensuite, encore une fois, il peut y avoir un peu de spécificité locale à ajouter ici et là, mais il faut une base solide et cette base commune, c'est clairement Objectif Fibre. Merci. Pascal Gouin? Ouais. Pascal? Oui, oui, excusez-moi. Oui, alors moi, je vais faire un petit clin d'œil parce que dans mon apprentissage, quand j'étais étudiant, on me faisait passer le message, mauvais ouvrier, mauvais outil. Donc là, on a un bon outil. Donc, par voie de conséquence, on aura des bons ouvriers, des bons techniciens. Voilà, c'est mon petit clin d'œil autour de ce sujet. Hervé Raslar? Je crois qu'aujourd'hui, le résultat va venir du taux d'appropriation que l'on va pouvoir constater, j'espère, hein, parce que Didier disait tout à l'heure qu'on pouvait suivre un peu C'est dur pour un coup de cœur, le coup téléchargé. d'appropriation. Mais je pense qu'on pourrait peut-être regarder avec deux, trois intégrateurs qui font, on va dire, deux, trois, vous avez souvent 50% des racos, hein. Peut-être observer avec eux et puis peut-être leur demander de nous faire des petites enquêtes de satisfaction, hein, auprès de leurs utilisateurs pour voir comment on peut être sûr, pour rebondir sur Pascal, que c'est un bon outil et comment il peut être encore meilleur pour que les gens l'utilisent. On a eu déjà des petites recommandations avec des petites capsules, hein, je partage, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce monde-là et les raccordeurs n'y échappent pas. Donc, le rendre encore plus vivant, plus attrayant pour être sûr qu'effectivement, c'est bien un bon outil. Mais attendons de voir on va dire, le taux Je vois que vous d'appropriation. êtes, voilà, coup de cœur, l'enquête de satisfaction, c'est... C'est mieux. Alors, un dernier coup de cœur avec Pascal Bronivet sur cet outil? Moi, j'ai bien aimé effectivement le côté très simple, c'est ergonomique, c'est fluide, c'est vrai que c'est simple d'utilisation, donc ça c'est important pour les techniciens. Et effectivement, le fait que ce soit également utilisable hors réseau mobile, hein, pour des raisons qu'on a évoquées, c'est effectivement également très important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On finit avec ces propos la table ronde. Et donc, je rends la parole à Marc. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci à tous, hein. J'ai trouvé cette table ronde assez intéressante à la fois bon, sur l'outil, mais également je trouve que le constat qui est fait est assez clair, hein. Effectivement, on est à la moitié, on va dire qu'on est un peu plus de la moitié des raccordements, hein. Vous savez qu'on a 23 millions d'abonnés au 30 juin, on attend tous les chiffres de l'ARCEP au 30 septembre, donc on en a fait une grosse partie avec ce qu'a soulevé Arnaud sur les problématiques peut-être de reprendre ce qui n'a pas été fait au départ dans les règles de l'art, ça on le sait. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut se féliciter des progrès qui ont été faits. Il reste beaucoup de choses à faire, hein, ce que tu as très bien dit, Hervé, Romain également, avec en plus maintenant une contrainte, si j'ose dire, ou l'arrêt du cuivre qui va nous obliger tous collectivement à faire en sorte qu'on fasse bien du premier coup. Donc ça, je pense que c'est très important. Voilà, donc j'ai trouvé une table ronde avec beaucoup d'éléments intéressants, pas se voiler la face sur ce qui a été fait, sur les problèmes qu'on a eus, sur les problèmes qui restent encore à adresser. Donc ça, je trouve que c'est très positif parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Donc merci encore une fois à tous. Et puis, bon, comme ça a été dit, hein, et je le rappelle, hein, Objectif Fibre, nous sommes là au service de la filière. Nous sommes là pour écouter ce dont la filière a besoin, pour essayer de le mettre en place, évidemment avec le concours de tous, et on continuera à le faire. Donc merci à tous, merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes les questions d'Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie pour avoir animé cette table ronde. En tout cas, moi j'en ai retiré beaucoup de choses, hein. J'ai pris note de toutes les améliorations que vous souhaitez nous voir intégrer dans l'appli. Alors maintenant, il faut voir comment ça sera possible et sous quel délai. Mais en tout cas, j'ai bien pris note de tout ce qui a été dit, hein, que ce soit les stas, que ce soit les capsules. Donc on va regarder un peu comment on peut mettre ça en place. Voilà, donc merci encore à vous d'avoir pris du temps pour partager vos expériences avec l'auditoire.
Et donc, je vais passer maintenant la parole à Ghislain Eudes pour l'ARCEP, dont on sait évidemment l'attachement à ce que tu as dit en ouverture de la table ronde, Anne-Sophie, sur la qualité, la qualité, la qualité, avec encore une petite couche de qualité à la fin. Donc voilà, Ghislain, la parole est à vous pour le mot de clôture et pour nous donner votre vision en tant que régulateur. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. D'abord, merci de m'avoir invité à venir conclure cette matinée, ce webinaire que j'ai trouvé très riche pour ma part. Et vous savez que, en fait, pour nous, cette question de la qualité de service, la qualité de l'exploitation, est tout à fait importante, très importante. C'est même une des priorités de l'ARCEP quand on parle des réseaux fixes. C'est d'autant plus important, mais ça a été dit, qu'on est dans un contexte qui est quand même particulier aujourd'hui. On est dans un moment où on peut se satisfaire d'un certain succès, même d'un grand succès du plan France Très Haut Débit. Effectivement, on va sortir nos prochains chiffres sur l'état des déploiements très prochainement, la semaine prochaine. Mais donc j'utilise pour le moment ceux dont on dispose au 30 juin 2024, mais qui sont déjà très, très satisfaisants de notre point de vue. C'est-à-dire qu'on a presque 9 locaux sur 10 en France qui sont raccordables à la fibre. Il reste encore un peu plus de 5 millions de locaux à rendre raccordables. Il y a près de 7 abonnements sur 10 qui aujourd'hui le sont grâce à la fibre optique. Donc tout ça, c'est des très bons chiffres. Mais il reste encore du chemin à faire. Et le chemin à faire, il est parfois, quand on est en fin de déploiement d'un réseau, il est parfois aussi celui qui soulève un certain nombre de difficultés. Et il ne faut pas les négliger. Et on est aussi dans un moment particulier qui est celui de la fermeture du cuivre. Ça a été dit également. Mais ça va devenir de plus en plus important dans les mois et années qui viennent, puisque effectivement, on peut avoir un phénomène où non seulement donc, on est en train de finir les déploiements, mais on a aussi une partie de la population qui va, si elle l'attend le dernier moment, massifier des raccordements qu'il faudra réaliser avec la meilleure qualité possible. Alors, l'ARCEP souhaite évidemment des réseaux qui soient déployés partout. Ça, on le dit souvent et ça vaut le coup de le répéter. Mais on veut aussi des réseaux de qualité. Et ça, c'est évidemment tout à fait en résonance avec toute la matinée à laquelle je viens d'assister. La fibre, c'est la nouvelle infrastructure de référence. Et cette infrastructure de référence, elle doit nécessairement proposer une qualité d'exploitation, une qualité de construction et d'exploitation qui soit au rendez-vous de ce qu'on attend à la fois les citoyens et les entreprises qui vont utiliser ces réseaux. Alors, depuis 2019, l'ARCEP conduit toute une série de travaux avec vous, avec tous les acteurs de la filière, et pour résoudre ces problèmes de qualité de service, parce que on le sait tous, le contexte, c'est aussi celui de choses qui doivent être améliorées du point de vue de la qualité. Je ne vais pas faire le catalogue de toutes les actions qui sont engagées. Je vais revenir quand même sur les engagements qui ont été proposés à la fois à la présidente de l'autorité et au ministre en charge des télécoms il y a déjà plus de 2 ans sur le plan, ce qu'on appelle le plan d'action qualité de la fibre, dont le suivi est assuré par l'ARCEP. On rend compte de l'avancée de ce plan régulièrement sur notre site internet. Et je pense que c'est utile de rappeler ici, peut-être parce que tout le monde n'est pas quand même chaque semaine en train de suivre la mise en œuvre de ces plans. C'est peut-être utile de rappeler que ce plan de la filière, il s'appuie sur 2 jambes, sur deux axes principaux. Un premier axe qui est celui de la remise en état des réseaux les plus accidentogènes, les réseaux qui aujourd'hui quand même concentrent beaucoup d'incidents, beaucoup de difficultés, et qui sont des réseaux qu'on connaît, qui sont des réseaux concentrés dans certaines parties du territoire. Et là, le plan des opérateurs concernés, des OI concernés, consiste très concrètement à remettre en état un certain nombre de PM, de zones arrière de ces PM, à
aussi analyser si le dimensionnement de ces zones arrières de PM est satisfaisant et s'il doit ou non être densifié. Et puis, il y a un gros travail aussi qui mérite d'être mentionné parce qu'il est très important, qui est celui de la remise en cohérence des systèmes d'information des opérateurs d'infrastructure avec la réalité du terrain. Alors, ces plans de reprise qui concernent essentiellement Altitude sur les réseaux ex-Covage, ex-Tutor, XP Fibre sur un certain nombre de réseaux concentrés en Île-de-France notamment, et Iliad sur les infrastructures PMGC, ces plans de reprise, ils avancent de manière assez satisfaisante. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a certains de ces plans, notamment, qui ont été complétés au fil du temps pour être encore plus ambitieux. Donc ça, on suit ça de très près et on en fait rapport sur notre site internet. La deuxième jambe, le deuxième axe du plan d'amélioration de la qualité de service de la filière, c'est celui qui nous concerne très directement aujourd'hui dans cette matinée, qui est plus national, qui concerne à peu près tous les réseaux, qui est celui d'une volonté et d'action qui vise à améliorer la qualité des interventions quotidiennes des techniciens, des opérateurs commerciaux sur le terrain, sur l'ensemble des réseaux en fibre optique. Donc, on parle évidemment là principalement des opérations de raccordement ou de churn, avec un catalogue d'actions qu'on suit de très près. Et donc, typiquement, là, l'initiative qui est prise cette année par Objectif Fibre au travers du portage de ce guide sur des raccordements dans l'existant, dans les locaux existants, sur une application, on va l'appeler comme ça, sur les téléphones mobiles au bénéfice des techniciens, mais c'est formidable. Enfin, en tout cas, c'est un outil qu'on trouve extrêmement intéressant, qui participe très directement, de mon point de vue, de ce mouvement engagé depuis 2 ans, qui vise à contribuer quotidiennement l'amélioration de la qualité des interventions et des techniciens. Alors voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que mettre dans la main ce type d'outil, c'est une démarche, une initiative, un outil qu'on considère comme extrêmement précieux et utile et qui participe vraiment d'un mouvement qu'il faut continuer parce que, je l'ai dit en parlant du contexte il y a un instant, les choses, on n'est vraiment pas à la fin de l'histoire là. On a encore beaucoup de chemin à faire collectivement ensemble. Alors, ça vient s'ajouter quand même aux autres chantiers que je vais mentionner, des engagements qui ont été pris par la filière et qu'on suit. Donc, ça a été dit un petit peu par Romain Bonenfant tout à l'heure. Il y a l'outil e-intervention, par exemple, qui vise le plus possible à être dans une situation où le technicien, lorsqu'il intervient sur le terrain, est capable, le cas échéant, de s'apercevoir qu'il a produit ou non des désordres sur les raccordements des autres abonnés et qu'ils, le plus possible, en tout cas c'est l'objectif qui est poursuivi au travers de e-intervention lot 2, puissent faire, le cas échéant, des corrections immédiates des éventuels désordres qu'il aurait pu produire. C'est également dans cette liste d'outils les CRI photos. Là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Pardon, j'ai un téléphone qui sonne, mais je vais pas répondre évidemment. Les CRI photos qui sont désormais transmis sur la quasi-totalité des réseaux. Ces CRI sont extrêmement importants. Ça permet de constater ou non le caractère satisfaisant du travail qui a été réalisé. Ces séries photos, ils ne sont pas encore suffisamment systématiquement utilisés dans leur objectif final, qui est quand même de remettre en état, le cas échéant, des interventions non conformes, mais les choses progressent. Dans cette liste d'outils aussi, je veux mentionner les audits à chaud et la transmission des plannings d'intervention. Donc tout ça, tout ce panel de mise en œuvre des engagements est très bien, mais là encore, j'insiste, il y a encore du chemin à faire pour être au niveau de ce que collectivement on attend en matière de qualité de service et très singulièrement sur les raccordements. L'outil présenté aujourd'hui par Objectif Fibre va renforcer, une fois de plus, cette capacité, cette nécessité du technicien à faire un travail qui est attendu par tout le monde. Alors voilà,
Tous ces travaux, on essaye aussi d'en donner une vision globale au travers d'un observatoire. Ça a été là aussi mentionné, décidément. On n'en est pas à la 3e édition, mais à la 4e édition de l'Observatoire de la qualité de service par la fibre. Alors, qu'est-ce qu'il montre cet observatoire de la qualité de service, d'abord, récemment, ça mérite d'être souligné, il a montré qu'il y avait des améliorations et qui sont encourageantes sur les réseaux fibre optique en France. L'observatoire suit typiquement deux grands indicateurs pour le moment, on espère l'enrichir prochainement. Il suit les taux de panne et les taux d'échec au raccordement. Et notre dernière édition, qui date d'il y a quelques semaines, montre que concernant les taux de panne, des résultats encourageants. La plupart des réseaux aujourd'hui voient leur taux de panne diminuer par rapport aux précédents observatoires. Mais alors attention, c'est quand même principalement le cas sur les réseaux qui ont fait l'objet de reprises et de remise en état, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Concernant les taux d'échec au raccordement, on doit dire que la situation reste contrastée entre les différents réseaux considérés. Il y a encore des vraies différences sur les réseaux qu'on qualifie de plus accidentogènes, mais néanmoins, on voit là aussi des améliorations très nettes sur les réseaux qui connaissent des plans de reprise. Alors, il faut que ça continue, il faut que ces évolutions positives soient confirmées. Moi, je reste, et l'ARCEP reste très prudent. Ces premiers progrès qu'on voit au niveau national sont encourageants. Mais enfin, très clairement, il faudra, dans le prochain observatoire et puis les suivants, être en capacité de vraiment conclure de façon plus, je dirais, définitive sur un mouvement observable et permanent d'augmentation de la qualité, mais on a lieu quand même déjà de noter qu'il y a des améliorations. Voilà, bon, j'ai été déjà très long. Moi, pour conclure cette matinée, ce que je voulais vous dire, c'est que la qualité de service, ça dépend de toute la filière, et c'est pour ça que Objectif Fibre, rassemblant quand même énormément d'acteurs, est tout à fait pertinent pour se saisir de ces questions-là. Donc, la qualité de service et la qualité d'exploitation, c'est un sujet donc, qui dépend de toute la filière. Cette qualité, elle est absolument indispensable. Pour l'ARCEP, c'est une nécessité quasi existentielle pour votre filière, dès lors qu'on réalise que le réseau en fibre optique est devenu et devient pour l'ensemble de nos concitoyens et de nos entreprises l'infrastructure de référence pour des dizaines d'années et sur lesquelles cette infrastructure de référence va être le support de toute la vie numérique de nos concitoyens et de nos entreprises. Donc, et je terminerai peut-être par là, pour l'ARCEP, et ça va guider notre action encore, je l'espère, en tout cas non, je l'espère pas, mais ça va guider de fait notre action dans les mois qui viennent. La qualité de service reste en haut de la pile. Il n'y aura pas de réussite de la fibre optique en France sans qualité de service et sans résilience des réseaux. Et donc cette qualité de service, comme pour la complétude, de notre point de vue, c'est non négociable. Voilà. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Ghislain, pour ce mot de clôture. Donc, je pense qu'on a, encore une fois, moi, j'ai trouvé ce webinaire très riche. Je vous remercie tous pour vos interventions. Je pense qu'on a bien compris le message de l'ARCEP sur la nécessaire qualité de ces réseaux. Effectivement, on sait que ce sera l'infrastructure, si ce n'est unique, prédominante dans les années à venir, notamment quand le cuivre aura été fermé. Donc, il n'y a effectivement pas de choix. Il faut faire de la qualité, il faut que cette qualité soit au cœur de nos actions. D'ailleurs, on va peut-être changer le nom de la plateforme pour l'appeler Objectif Qualité Fibre. Je vais voir, ça sera à réfléchir. Je voudrais juste, pour finir, rappeler que tous ces outils, que ce soit les guides en PDF ou l'appli, sont disponibles gracieusement. Donc, n'hésitez pas. Si on veut que cet outil soit utilisé, il faut que la filière la diffuse. Donc déjà, j'espère que toutes les personnes qui ont assisté au webinaire ont téléchargé avec succès cette application.
N'hésitez pas à la diffuser. Vous pouvez même d'ailleurs la diffuser quand vous êtes dedans. Il y a un petit burger en haut à gauche qui vous permet de l'envoyer. Et comme le disait Hervé, on espère qu'il y aura des milliers de téléchargements, ce qui prouve que cet outil répond à un besoin. Personnellement, j'en suis persuadé, et je pense que les personnes autour de la table ronde l'ont confirmé. Donc, appropriez-vous ces outils. Ils sont pour vous. Ils sont faits par la filière. Ils sont faits pour vous. Donc, voilà. Donc, on continuera, Objectif Fibre, de travailler pour la filière sur ces aspects qualité. Je vous donne déjà rendez-vous en 2025 où nous avons déjà comme projet d'enrichir encore cette appli avec le guide qui a été fait en 2023 sur les locaux individuels neufs. Donc, ce qui nous permettra à terme d'avoir 3 guides pour adresser la quasi-totalité des locaux. Voilà, encore merci d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été profitable et que vous aurez appris des choses. Et puis donc, je vous donne rendez-vous en 2025. Merci à tous, passez une bonne journée.